هشام عبوس يا شيزينيرو دوما الارهاب يا ليجينيرو صحفي حق هشام عبوس صحفي حق. Depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir à bord d'un char militaire, tout le monde semble faire corps ensemble, que ce soit les militaires qui ont fait de Tebboune un roi, ou Tebboune qui n'a pas de clan, pas d'équipe, qui roule en solo et qui agit en bonne marionnette des militaires. Il est là pour exécuter tout ce qu'il lui demande, pour ne pas dire tout ce qu'il lui ordonne. Au fil du temps, Tebboune, il y a eu dans son entourage des gens qui ont eu peur, pour leur poste, pour eux-mêmes. Ils ont essayé de construire un clan autour de Tebboune, mais ça n'a pas marché. On dit que c'est le clan de Boualem, son actuel directeur de cabinet, mais ça ne marche pas parce que on a vu à plusieurs reprises certains clans, notamment de l'armée, qui ont voulu dégommer le général Chengriha, parce que c'est un homme honni par toute l'armée, du simple soldat au plus haut gradé de l'armée algérienne. Et ce bonhomme a réduit tous les généraux à de simples hommes de troupes. Des hommes de troupes qui portent des galons de généraux, mais ils n'ont droit ni à exprimer une opinion, ni à donner un avis, ni à s'exprimer librement. Celui qui sort des rangs, c'est la prison. Donc certains ont essayé d'approcher Tebboune par le biais de ce clan de Boualem qui s'était constitué finalement, qui est un clan absolument inefficace. Eh bien, parmi eux, parmi ces gens qui ont essayé d'approcher Tebboune pour lui proposer à l'aider à dégommer Chengriha et à diriger le pays de manière un peu plus démocratique. Parce qu'avec Chengriha, l'Algérie a été transformée en une grande prison d'une grande caserne. Alors, si on n'est pas dans la prison, on est dans la caserne. Et tout se fait sur ordre des militaires. Quand je dis des militaires, c'est l'unique Chengriha, comme l'a dit un des amis qui nous suivent, il dit qu'il n'y a qu'un seul patron. Effectivement, il y a un seul patron, c'est Chengriha. Mais on essaye, c'est-à-dire par exemple, je prends le cas de Tebboune, Tebboune n'est pas du genre à vouloir entrer en confrontation avec la France. Tebboune voulait s'appuyer sur la France, croyant que la France a de l'influence sur la vie politique algérienne, donc il essaie de s'appuyer sur la France, et d'ailleurs on a vu ses rencontres avec Macron, c'est vraiment dans l'image d'un véritable amoureux de Macron, passez-moi l'expression, parce que Tebboune, quand on voit ces chaleureuses accolades, regardez ce que c'est. On parle de ça il y a 2 minutes, on est empêché. Combien? Félicitations pour votre sommet. Félicitations pour votre sommet. Oui, cet homme ne peut pas être anti-français. Il ne peut pas être. Il aime la France. Tebboune aime la France. Et d'ailleurs, Macron l'a compris. Il a essayé de l'aider, il a essayé de le soutenir. Mais quand on a des faucons tout autour, eh bien, on se méfie de lui. Pourquoi les militaires se méfient-ils du rapprochement de Tebboune avec Macron? Parce qu'ils ont bien peur qu'il échappe à leur contrôle. Et eux aussi pensent que la France a une grande influence sur la vie politique algérienne. Cela prouve que ce soit Tebboune ou le clan militaire,
toute façon, lui, il travaille pour le camp militaire, mais quand il essaye de se rapprocher de Macron, c'est pour s'affranchir, en quelque sorte, de cette emprise militaire. Alors, les deux clans estiment que la France joue un rôle principal dans la vie politique algérienne. Pourquoi pensent-ils ainsi? Et pourtant, la France n'a pas cette ambition, parce que tout ce qu'elle voudrait, on le constate à travers les différents contacts, différentes rencontres, c'est-à-dire avoir de bonnes relations avec l'Algérie, empreinte de courtoisie, empreinte de sérénité, et bon, on ne cherche pas à nous immiscer dans vos affaires. Jamais la France ne s'est prononcée sur les fraudes électorales, sur les violations des droits de l'homme, sur toutes les exactions du pouvoir algérien. Jamais. Au point où la France a tourné le dos au peuple algérien. La France a tourné le dos au peuple algérien. Au mépris de ses principes basés sur les droits de l'homme. Alors, si les dirigeants algériens estiment que la France a un rôle à jouer en Algérie et qu'elle a de l'influence sur la vie politique algérienne, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des hommes d'État, ce ne sont pas des hommes qui savent ce que c'est la politique, ce que c'est le rôle d'un État voisin, un État ami, un État qui est une puissance coloniale aussi. Ils ne connaissent rien en cela. D'ailleurs, on voit bien Tebboune, que ce soit avec Macron, avec d'autres chefs d'État étrangers, il se comporte comme un citoyen lambda et comme s'il était dans un café. C'est des accolades, on voyait tout à l'heure avec Macron, quand il lui dit « il n'y a pas 2 minutes, on parlait de toi ». Entre chefs d'État, on ne se tutoie pas. On ne se tutoie pas. C'est le vouvoiement qui est de règle. Alors, ces deux clans se disputent les faveurs de la France, pour une raison toute simple. Les militaires ne veulent pas perdre le contrôle de Tebboune, et Tebboune voudrait bien s'affranchir de l'emprise des militaires. Et chacun s'appuie sur la France. D'ailleurs, jusqu'ici, ce qu'on a enregistré, c'est que Chengueleha a effectué une visite en France, alors que Tebboune, sa visite a été foirée à 2 jours ou 3 jours de son déroulement. Le 23 janvier, on se souvient, le 23 janvier 2022, Chengueleha se rend en visite officielle, il se fait inviter en France en visite officielle. C'était une visite, c'est la première depuis 17 ans, je crois, oui, c'était la première depuis 17 ans, c'est-à-dire qu'un chef d'état-major de l'armée algérienne se rend en France. Et donc, il s'y était rendu pour une visite qui s'inscrit, disait-on, ça c'était un petit peu le communiqué du ministère de la Défense algérienne, c'est-à-dire s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les armées françaises, et permettre aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Ça, c'est de la langue de bois. Ça, c'est de la langue de bois. Chengueleha a été en France pour un point essentiel. Il faut appeler les choses par leur nom, c'était pour appâter les Français. Les Français savent très bien que l'Algérie a un budget militaire énorme
que qu'une bonne partie, plus de 60% de ce budget va dans les caisses russes, et une autre partie, une bonne partie, c'est les Chinois qui en profitent. La France, qui a pourtant une industrie militaire développée, c'est l'une des 4 puissances du monde, aimerait bien avoir sa part de gâteau. Chinguinéha est allé les appâter pour leur dire, bon, on va vous acheter des armes, on va acheter ceci, on va acheter cela. Il a été accueilli royalement, il était vraiment bien chuchoté, bien gâté, bien entouré. Le bonhomme n'a jamais vécu des heures aussi agréables que celles vécues en France pendant ces 3 jours de visite. On lui a même offert un casque de la garde républicaine, il était tout content de le recevoir. Et disait-on à l'époque que cette visite du côté algérien, on disait que cette visite de Chinguinéha était destinée à préparer celle que devait effectuer Tebboune au mois de mai à Paris. Tebboune, c'est-à-dire, il rêvait de cette visite. Tebboune rêvait de se rendre en France et de vivre des moments aussi agréables que ceux de Chinguinéha. Il y avait donc toute une préparation. Il y avait toute une préparation, tout a été préparé. Ça devait se passer au mois de mai, le 3 mai 2023. Tout était fait prêt. On est allé jusqu'à recevoir à Alger une délégation du Quai d'Orsay et de l'Élysée venue peaufiner le programme protocolaire. Savoir qu'est-ce qu'il y a dans le programme protocolaire. Sur le que vous avez, voilà ce qu'on va faire sur le plan protocolaire. Tout était ficelé. La délégation est venue un dimanche. Jour férié en France, mais ils en travaillent. Ils partent lundi, tout était OK. Tebboune devait se rendre le 3 mai à Paris. Il se voyait déjà descendre les Champs-Élysées, prononcer un discours devant l'Assemblée nationale française, se rendre dans un cimetière où sont enterrés des anciens soldats algériens qui ont combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, un programme, ce qu'il y a de plus fabuleux, puis une visite d'État. C'est pas parce que tout le monde qui aime la France, qui aime Macron, voulait bien vivre des moments intenses. La délégation française ayant quitté l'Algérie avec l'assurance, ça ne savait plus de doute, que Tebboune allait venir. 24 heures après, ce n'est pas Tebboune qui alerte Macron, mais c'est le ministre des Affaires étrangères qui saisit le Quai d'Orsay pour annoncer le report, pas l'annulation, le report, façon d'annuler gentiment, diplomatiquement, pour demander le report de la visite de Tebboune. Pourquoi le report? Ah non, il y a des dossiers qui sont encore en suspens, il y a des dossiers, il y a des contentieux encore à régler avant la visite. Mais la visite est destinée justement à régler ces contentieux, à
donner aux deux parties, au plus haut niveau, l'occasion de résoudre une fois pour toutes ce qui reste des contentieux. Parce que, au cours de la visite de Mitterrand de Macron à Alger, tout était bien. Tout était bien. Et voilà, on annonce le report de la visite. Je vous laisse le soin d'imaginer la tête qu'avait fait Macron à l'annonce du report de la visite. C'est une visite présidentielle, une visite d'État. Quand on la programme, on met le paquet pour la programmer. Ça y est, on revient dessus. On ne va pas dire non, il faut la reporter dans 2 mois, 6 mois. Non, non, non. Il n'y a pas de report. C'était combien? Qu'est-ce qui a fait annuler la visite de Tebboune en France? Eh bien, c'est les militaires. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas Tebboune qui a saisi Macron par un appel téléphonique pour lui dire bon, les circonstances ne s'y prêtent pas, ou bien il y a des dossiers encore qui méritent encore une préparation. Il invoque tout ce qu'il veut comme raison. C'est à lui de le faire. Pas au ministre des Affaires étrangères, qui a été instruit par le commandement militaire. Et à tout le monde, on explique les raisons de l'annulation par des trucs bidons. Alors on lui dit, le 3 octobre, c'est la journée de la presse internationale, où vous risquez d'être interpellé à l'Assemblée nationale sur les cas des journalistes exilés, les journalistes emprisonnés, etc. Aussi, la descente aux Champs-Élysées pose problème de sécurité, vous risquez d'être hué par les Algériens qui sont là-bas, c'est ce qui était sûr. Ça, c'était sûr. Donc, il faut éviter. Le discours à l'Assemblée nationale, c'est pas une bonne chose pour vous parce que on risque d'avoir une réaction des parlementaires français, une réaction hostile à votre personne, parce qu'après tout, ils savent très bien que le régime algérien est honni partout. C'est un régime honni partout. Mais il fallait penser à tout ça avant de s'engager pour la visite. Et après on dit, bon, allez, ça va être entre septembre et octobre, fin septembre, début octobre 2024. Quelques mois auparavant, je crois que c'était au mois de mai, au mois d'avril, Tebboune annonce des élections présidentielles avant la fin de son mandat, anticipé de quelques mois, et quand on lui parle de la visite, il dit oui, elle est maintenue. C'est-à-dire qu'il donne l'impression aux Français qu'il va être élu et que son élection, comme tout le monde le sait, c'est une désignation par les véritables décideurs qui sont les généraux. Ça fait pas bon pour la France d'accueillir un homme qui annonce déjà sa victoire aux élections. Ça fait pas bon. Macron, eh ben, ne parle plus de cette visite. Pour lui, c'est quelque chose de classé et c'est définitif. Et Tebboune ne mettra pas les pieds en France en tant que président et n'effectuera jamais une visite officielle en France. D'ailleurs, entre-temps, avant cette visite que Tebboune croyait acquise, ça y est, c'est dans la poche, je vais me rendre en France pour visite d'État. Eh bien, un grain de sel est venu tout foutre en l'air.
Macron tourne le dos à Alger, à Tebboune, et envoie une lettre de félicitations au roi du Maroc dans lequel il annonce son adhésion au plan d'autonomie du Sahara tel que préconisé par le monarque marocain. C'est la levée de bouclier en Algérie. Et cerise sur le gâteau, Macron va se rendre au Maroc. Et de là, il y a eu l'escalade. Alors, d'où c'est venu tout ça? C'est venu de cette rivalité entre deux clans de pouvoir en Algérie qui se disputent les faveurs de la France. Chacun veut avoir la France son côté. Alors, chacun tente de couper l'herbe sous les pieds de l'autre. Chacun essaye de se montrer plus important que l'autre. Et finalement, on entre en collision entre les deux clans entrent en collision et les dégâts latéraux sont en France. C'est la France qui accuse le coup, donc c'est les dommages collatéraux sont du côté français. Et à force de tirer sur la corde, on finit par la casser. C'est ce qui est arrivé. Parce que pour se montrer d'abord favorable à la France, on essaye de tirer sur la partie adverse, entre autres tirs et entre autres actions menées par le clan militaire contre Tebboune. C'est cette histoire de jeunes terroristes qui étaient à Daesh, qui rentraient en Algérie et qui a été recruté par les services français à Alger et été manipulé directement par le premier secrétaire de l'ambassade de France à Paris, chose qui est inimaginable parce que l'idiot qui a fait le scénario, il ne connaît rien de la manipulation, bien que ce soit fait dans les officines des centres de la sécurité intérieure. Bon, de toute façon, cette sécurité intérieure, qui normalement est censée faire dans le contre-espionnage, ne connaît rien ni à l'espionnage ni au contre-espionnage, et ce sont des spécialistes de la torture, oui, l'exécution sommaire, c'est-à-dire on tire sur quelqu'un pour le tuer, une balle dans la tête, et il faudrait qu'on s'assure qu'il est bien attaché, les pieds et poings liés, pour qu'on puisse lui tirer une balle. Et puis, il faudrait prendre sa dose de psychotropes pour qu'on puisse liquider 10, 15 Algériens d'un coup. Ça, c'est la spécialité du patron de la sécurité intérieure algérienne, le général Abdelkader Haddad, dit Nasser le démon. Voilà. Finalement, une fois qu'on est en pleine confrontation avec Paris, non seulement le torchon brûle, mais il est grillé, carrément, il est cramé, ce torchon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'arrondir les angles. Quand le gouvernement français, notamment ses pièces maîtresses, président de la République, chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, et les médias aussi qui finalement se libèrent de cette réserve qu'il aurait demandée à l'égard de l'Algérie. Alger refuse la confrontation. Les deux clans refusent la confrontation.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans cette confrontation, ils seront les grands perdants. Il suffit que la France prenne des véritables mesures, des mesures draconiennes, telles que le gel des avoirs des nababs du pouvoir algérien en France. Il suffit d'ouvrir des enquêtes au niveau du fisc français pour tous ces gens qui possèdent des biens immobiliers, des biens commerciaux en France, pour leur demander d'où avez-vous ramené l'argent, comment payent-ils leurs impôts, notamment ceux qui ont des biens immobiliers et sont obligés de payer les impôts fonciers chaque année, alors qu'ils n'ont aucun revenu en France. Comment font-ils pour... Officiellement, ils n'ont aucun revenu. Et ils ont plein de revenus, ils ont des comptes bien garnis. Voilà ce que craignent les deux camps du pouvoir algérien. Et à ce moment-là, tout le monde essaye de calmer le jeu. Et on met le tout sur le dos de l'extrême droite. Mais que ce soit extrême droite ou extrême gauche, ça ne regarde pas les Algériens. C'est une affaire franco-française, l'extrême droite et l'extrême gauche. S'il y a une confrontation entre ces deux pôles et entre différentes tendances politiques, ça se règle en toute démocratie, en toute liberté. On ne met pas les gens en prison pour avoir émis une opinion. Jamais. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. Alors, dans les prochains jours, les deux clans doivent s'entendre pour calmer les jeux avec Paris, essayer d'ouvrir une nouvelle page, comme ils l'ont toujours dit, chaque fois on ouvre des pages et on déchire d'autres, hein, on tourne la page, parfois on la déchire carrément. Et une chose est certaine, tant qu'en Algérie, il n'y a pas un pouvoir démocratique, il n'y a pas un régime démocratique, un régime réellement politique, et non pas d'hommes politiques, et non pas un régime de voyous. Non pas un régime de voyous. La France ne doit s'attendre absolument à rien du côté algérien, et le régime d'Alger continue et continuera à jouer le trouble-fête et l'élément déstabilisateur dans la région, dans le bassin méditerranéen et dans la région nord-africaine, et même en Afrique. Donc, il ne faut jamais, jamais croire aux promesses de ce régime. Une fois qu'il va essayer de se relever, il va essayer de corriger le tir, de rectifier ça. Il ne faut lui accorder aucune chance. La France a pour intérêt de se ranger du côté du peuple algérien. La meilleure manière d'acquérir la confiance du peuple algérien, d'acquérir la sympathie du peuple algérien. Les Algériens ne sont pas des ingrats. Les Algériens savent très bien qu'il y a des intérêts mutuels entre l'Algérie et la France, mais la France doit couper tout contact avec les voyous qui gouvernent l'Algérie aujourd'hui. Voilà. On passe à un second point, c'est celui de la schizophrénie algérienne vis-à-vis de la France. Après le jingle.